blocs de centaines de tonnes sans mortier, couloirs qui s'illuminent au solstice, structures aujourd'hui submergées. En quelques minutes, 7 cas, avec mesure, alignement et relevé. Pas de théorie d'abord, des faits. Vous voyez et décidez. Éparpillés à travers les continents, subsistent des traces d'ouvrages anciens édifiés avec une précision qui intrigue encore. Nous ne savons pas vraiment qui les a construits, pourquoi ni comment. Des peuples lointains résonnent le même souvenir, un déluge colossal. Et des motifs ainsi que des techniques se répètent du Japon au Proche-Orient, de l'Europe à l'Asie, comme si une tradition commune avait traversé océans et siècles. Dans ce documentaire, nous verrons 7 structures attribuées à des époques reculées. Parmi elles, Ishi no Hoden et Masuda no Iwafune, Rujm el-Hiri, l'Osireion d'Abydos, le dolmen de Soto et les grottes de Longyu. Nous chercherons des mesures, des ajustements, des alignements et des marques que la mémoire écrite n'a pas conservées. Sans imposer de conclusion, les pierres parlent. Vous observez et décidez. Ishi no Hoden et Masuda no Iwafune. Cachés parmi les pentes verdoyantes du Japon, il existe 2 formations énigmatiques qui continuent d'intriguer chercheurs et curieux. Ishi no Hoden et Masuda no Iwafune. Ces structures monolithiques sont peu connues hors du Japon, apparaissant rarement dans les documentaires ou les livres d'histoire. Mais elles représentent de véritables casse-têtes mégalithiques qui défient la compréhension conventionnelle des civilisations anciennes de l'archipel. Commençons par Ishi no Hoden, souvent surnommée la pierre flottante de la préfecture de Hyogo. À première vue, ce gigantesque bloc de granit impressionne par son apparence surréaliste. Il semble suspendu dans l'air, reposant délicatement sur un petit bassin, donnant l'illusion de flotter. Avec des dimensions d'environ 6,40 m de longueur, 5,70 m de largeur et 5,45 m de hauteur, on estime qu'il pèse près de 500 tonnes, l'équivalent de 3 avions gros porteurs. Malgré ce poids colossal, le monolithe semble reposer doucement sur un seul point d'appui central, dissimulé sous l'eau. En s'approchant, il est impossible de ne pas être frappé par la précision géométrique de l'ouvrage. Ses surfaces sont incroyablement lisses, avec des arêtes nettes qui suggèrent des techniques de taille et de polissage extrêmement sophistiquées. Peut-être même au-delà de ce que l'on attendrait de la technologie disponible à l'époque, y compris selon les standards de l'ingénierie moderne. L'impression qui en résulte est celle d'un travail exécuté avec un degré d'habileté et de planification si raffiné qu'il défie toute explication simple. Archéologues et historiens se heurtent à un défi persistant en tentant d'expliquer comment des civilisations anciennes ont pu tailler et positionner un monolithe d'une taille aussi monumentale avec les moyens et outils supposément disponibles à leur époque. Dans le cas d'Ishi no Hoden, l'énigme s'intensifie. Il n'existe ni documents historiques fiables, ni découvertes archéologiques concrètes révélant le véritable but de la structure ou l'identité de ses créateurs. Le mystère est toutefois amplifié par les légendes populaires locales, qui rapportent que cette pierre n'aurait pas été façonnée par des mains humaines ordinaires. Selon ces récits, des entités puissantes, parfois décrites comme des dieux ou des êtres d'origine céleste, seraient descendues des cieux et auraient modelé la pierre avec des techniques jugées surnaturelles. Bien que ces histoires paraissent fantaisistes à première vue, elles suscitent une réflexion stimulante. Et si ces mythes avaient préservé de véritables fragments d'une civilisation oubliée, dotée de connaissances si avancées qu'elles semblent aujourd'hui impossibles pour la période en question. Non loin de là, à Asuka, dans la préfecture de Nara, se trouve un autre monument tout aussi intrigant, le Masuda no Iwafune, ou navire de pierre de Masuda. Ce mégalithe, taillé dans un granit massif, présente une forme unique, difficile à classer.
avec environ 11 mètres de longueur, 8 mètres de largeur et presque 5 mètres de hauteur, sa silhouette imposante se détache dans la tranquillité du paysage alentour. La fonction de cette structure demeure une énigme insoluble. Contrairement à de nombreux autres monuments anciens qui peuvent être associés à des sépultures, à des temples ou à des observatoires astronomiques, le Masuda no Iwafune n'offre aucune utilité évidente. Sa surface présente des entailles soigneusement sculptées, des rainures parallèles et des cavités rectangulaires, dont l'usage reste sujet à spéculation. Certains chercheurs suggèrent qu'elles auraient pu servir de base à une structure plus grande aujourd'hui disparue, tandis que d'autres pensent que ces reliefs avaient une signification rituelle ou symbolique. Aucune de ces hypothèses n'a toutefois été confirmée par des preuves archéologiques solides. Ce qui rend ce monument encore plus énigmatique, c'est l'absence de résidus de sculpture aux alentours. Dans les endroits où de grandes pierres sont taillées, il est courant de trouver des fragments ou des éclats à proximité. L'absence de ces indices a conduit certains spécialistes à envisager l'hypothèse que la roche ait été sculptée ailleurs et, d'une manière ou d'une autre, transportée jusqu'à cet endroit. Une idée audacieuse compte tenu de l'énorme poids de la pierre et de la supposée limitation technologique de l'époque. Fait curieux, tant l'Ishi no Oden que le Masuda no Iwafune se trouvent dans une région riche en folklore et en traditions qui évoquent des cultures anciennes extraordinairement avancées. Selon d'anciens mythes japonais, ces peuples maîtrisaient des savoirs complexes, allant de l'architecture et l'astronomie à l'agriculture et la médecine. Il existe des récits de grands maîtres qui seraient venus de la mer ou descendus des cieux, partageant leurs connaissances avec les habitants locaux avant de disparaître mystérieusement, souvent associés à un cataclysme, comme un tsunami ou une grande inondation. Le Japon, d'ailleurs, possède une série de mythes sur des inondations dévastatrices qui rappellent des récits similaires provenant de diverses régions du monde. L'un des plus significatifs se trouve dans le Kojiki, texte sacré compilé vers l'an 712 après J.C., qui décrit une époque de chaos durant laquelle des dieux envoyèrent des inondations et de puissantes tempêtes pour remodeler la terre. De telles narrations présentent des parallèles surprenants avec les légendes de déluge d'autres civilisations, de la Mésopotamie jusqu'aux Amériques, suggérant la possibilité d'une mémoire collective d'un désastre à l'échelle mondiale. Si l'on considère ces structures mégalithiques japonaises à la lumière de ces traditions anciennes, des hypothèses fascinantes émergent. Les techniques sophistiquées de construction qui intriguent encore aujourd'hui les ingénieurs pourraient être les vestiges d'une culture hautement développée dont l'existence aurait été brutalement interrompue par un événement de proportions catastrophiques. Cela ne s'aligne pas seulement avec les légendes d'un déluge mondial, mais suggère également que le Japon pourrait avoir été le foyer d'une civilisation dont le savoir s'est perdu en un clin d'œil de l'histoire. Et ce mystère n'est pas exclusif au Japon. Le phénomène des technologies oubliées est présent en de nombreux endroits à travers la planète. Des mégalithes comme l'Ishi no Oden et le Masuda no Iwafune présentent des similitudes surprenantes avec d'anciennes structures retrouvées dans des régions lointaines. Des murs polygonaux parfaitement ajustés dans les Andes, des blocs de pierre taillés avec précision en Égypte ou encore des pierres énigmatiques dans les déserts du Moyen-Orient. Ces ressemblances, tant dans les motifs de construction que dans l'exécution, suggèrent qu'à un moment du passé existait une compréhension technique commune répandue dans différentes parties du monde. Un héritage peut être laissé par une ancienne civilisation mondiale, aujourd'hui presque effacée de notre histoire officielle. Rouge Melhiri, le labyrinthe de pierre oublié sur les hauteurs du Golan. Au milieu du paysage solitaire et balayé par le vent des hauteurs du Golan se trouve l'un des monuments les plus énigmatiques du monde ancien, un lieu peu connu mais qui suscite la fascination de tous ceux qui le découvrent. Appelé Rujm el-Hiri, terme arabe pouvant être traduit par mont de pierre du chat sauvage, cette construction millénaire est entourée de mystères et de symbolisme.
Il s'agit d'une vaste structure composée d'anneaux concentriques de pierre, dont les traces sont presque imperceptibles au niveau du sol. À première vue, elle semble seulement être un amas de pierres volcaniques éparpillées au hasard. Pourtant, vu d'en haut, l'endroit révèle un dessin géométrique surprenant, des cercles de basalte soigneusement organisés qui rayonnent autour d'un monticule central, comme s'il s'agissait d'ondulations figées dans le temps. Daté d'environ 5000 ans, à l'aube de l'âge du bronze, Rujm el-Hiri est plus ancien que de nombreux monuments célèbres de la planète, y compris Stonehenge et les pyramides d'Égypte. Son plus grand cercle atteint environ 160 mètres de diamètre et l'ensemble de la structure totalise plus de 42 000 tonnes de pierres basaltiques, placées manuellement une à une. La véritable fonction du lieu reste encore sujette à débat parmi les archéologues. On pense qu'il aurait eu un rôle cérémoniel ou rituel, mais l'absence d'écrits rend impossible toute affirmation certaine sur sa finalité originelle. Cependant, un aspect se distingue parmi toutes les théories, l'alignement astronomique du monument. Pendant le solstice d'été, les premiers rayons du soleil traversent parfaitement l'entrée de la structure, illuminant directement le monticule central. Cette précision indique que les bâtisseurs possédaient une connaissance avancée des cycles solaires, suggérant que le lieu a pu être utilisé comme calendrier astronomique ou même comme un temple naturel pour des célébrations saisonnières. Les fouilles réalisées au centre de la structure ont révélé encore plus de secrets, une chambre funéraire enfouie sous terre. Curieusement, cette tombe semble avoir été construite après les anneaux de pierre, ce qui suggère que le site a été réutilisé au fil des siècles, peut-être comme sanctuaire ancestral ou lieu de culte spirituel. Et comme c'est toujours le cas avec des monuments aussi anciens, le folklore de la région apporte ses propres récits. Parmi les Druzes, peuple traditionnel des environs, il existe des histoires qui parlent d'anciens géants, des êtres de proportions mythiques qui auraient érigé les immenses cercles de pierre en une seule nuit, transportant les blocs comme s'il s'agissait de simples cailloux ordinaires. Bien que ces légendes puissent sembler fantaisistes, elles résonnent avec des récits similaires que l'on retrouve dans diverses cultures, depuis les supposés géants bâtisseurs de Stonehenge en Grande-Bretagne jusqu'au mythe de l'ancienne Arménie. D'autres traditions locales évoquent une civilisation avancée, oubliée depuis longtemps, qui maîtrisait l'astronomie et l'ingénierie, et qui aurait disparu soudainement sans laisser de traces. Quelle que soit la vérité, une chose est certaine. Les bâtisseurs de Rujm el-Hiri étaient organisés, disciplinés et hautement compétents. Pour déplacer et aligner des tonnes de pierre avec une telle précision, il fallait non seulement un savoir technique, mais aussi une société capable de mobiliser de grands groupes de travailleurs autour d'une vision commune. En marchant entre les cercles de pierre, sous le ciel ouvert et silencieux des hauteurs du Golan, on ressent une connexion avec quelque chose d'ancestral. Un lien invisible entre les cycles de la nature, les corps célestes et les rituels oubliés d'une humanité qui, bien que lointaine dans le temps, semble avoir compris le monde d'une manière que nous ne pouvons aujourd'hui qu'essayer de déchiffrer. Bien que demeurant en grande partie en dehors du radar de l'archéologie populaire, Rujm el-Hiri reste une énigme fascinante, une œuvre monumentale qui défie le temps et suscite encore plus de questions que de réponses. Qu'il ait été créé par des astronomes primitifs, par une civilisation oubliée ou par des géants mythologiques, son existence est une invitation silencieuse à revisiter l'histoire sous une nouvelle perspective. Osiraion d'Abydos, l'héritage souterrain des dieux anciens. Depuis le désert d'Arabie Saoudite, nous prenons maintenant la route de l'Égypte, terre des pyramides, des pharaons et des énigmes millénaires. Pourtant, parmi tant de monuments connus, il existe un lieu peu visité mais profondément intrigant, l'Osiraion, une structure souterraine énigmatique qui repose derrière le temple de Séti Ier, dans l'ancienne cité sacrée d'Abydos. À première vue, l'Osiraion ne ressemble pas aux monuments égyptiens typiques.
Partiellement enfoui sous terre, l'endroit évoque davantage une ruine oubliée d'une civilisation antérieure qu'une partie du complexe monumental du nouvel empire égyptien. Entrer dans sa chambre silencieuse, c'est comme franchir un portail vers une époque encore plus ancienne, peut-être antérieure même aux grandes pyramides ou au sphinx de Gizeh. La structure se compose d'énormes piliers de granit rouge, disposés avec précision autour d'une île centrale, formant une chambre partiellement submergée par des eaux souterraines. Chaque colonne massive pèse environ 100 tonnes et a été taillée avec un degré de perfection qui surprend encore les spécialistes modernes. Il n'y a pas de mortier entre les blocs. Les pierres s'emboîtent parfaitement, formant des angles droits, des arêtes lisses et des surfaces polies, des caractéristiques plus proches des mégalithes d'Amérique du Sud que des temples égyptiens traditionnels. Contrairement aux temples décorés de hiéroglyphes, de fresques et de peintures colorées, l'Osiraion impressionne par sa sobriété architecturale. Les murs sont nus, austères, sans inscriptions ornementales. Cette simplicité surprenante a conduit de nombreux chercheurs à se demander si la structure appartient réellement à la même époque que le temple de Séti Ier, ou si elle serait l'héritage d'une civilisation encore plus ancienne, antérieure aux archives historiques égyptiennes. La chronologie conventionnelle attribue la construction à l'époque de Séti Ier, vers 1290-1279 avant Jésus-Christ. Cependant, il n'existe pas de consensus ferme. Divers chercheurs alternatifs soutiennent que l'Osiraion pourrait être bien plus ancien, citant l'érosion hydrique visible sur les pierres comme indice que le site aurait été exposé à de grands volumes d'eau, possiblement durant une période de climat radicalement différente, antérieure à l'Égypte dynastique. Ces traces d'usure par l'eau ressemblent à celles que l'on retrouve sur le corps du Grand Sphinx, un autre monument dont la datation fait l'objet de débats. Si elles sont correctes, ces analyses indiqueraient que l'Égypte possédait déjà des structures monumentales plusieurs milliers d'années avant ce qui est actuellement accepté, à une époque dont les récits se confondent avec la mythologie. La tradition égyptienne elle-même renforce cette idée. Selon d'anciens textes et légendes, l'Osiraion aurait été construit en l'honneur d'Osiris, dieu de la résurrection, de l'agriculture et de la sagesse éternelle. Il était perçu comme le porteur de la civilisation et le guide spirituel de l'humanité. Les Égyptiens affirmaient que beaucoup de leurs lieux sacrés les plus anciens n'avaient pas été créés par eux, mais hérités d'un peuple antérieur, une civilisation avancée, associée aux dieux eux-mêmes. Parmi les mythes les plus persistants figure celui des Shemsu-Hor, ou le suivant d'Horus. Des êtres semi-divins qui auraient de gouverner l'Égypte dans une ère préhistorique, apportant avec eux un savoir profond en architecture, astronomie, médecine et spiritualité. D'anciens textes les créditent comme les véritables fondateurs des traditions qui allaient plus tard s'épanouir dans les dynasties pharaoniques. Dolmen de Soto, un portail mégalithique dans le sud de l'Espagne. Laissant derrière nous les sables du Nil, notre voyage se dirige vers le nord-ouest, traversant la mer Méditerranée jusqu'à la péninsule ibérique, où un autre mystère de pierre nous attend. Cette fois, dans un recoin paisible du sud de l'Espagne. Là, près de la ville de Trigueros, repose une impressionnante structure préhistorique, le dolmen de Soto. À première vue, ce tombeau mégalithique ancien peut sembler modeste, seulement un grand tumulus de terre sous lequel se trouve un passage de pierre. Mais cette simplicité apparente cache une réalisation extraordinaire de l'ingénierie et de la spiritualité néolithique. Construit il y a environ 5000 ans, le dolmen de Soto est l'un des plus grands monuments funéraires de ce type dans toute l'Espagne. La structure principale consiste en un couloir étroit de presque 21 mètres de long, qui conduit le visiteur vers une chambre funéraire interne. Ce couloir est formé d'énormes dalles de pierre placées verticalement, chacune soigneusement choisie et positionnée avec précision. Certaines de ces pierres pèsent plusieurs tonnes, preuve d'une planification minutieuse et d'un effort coordonné pour accomplir bien plus qu'une simple sépulture.
Mais ce qui distingue réellement le dolmen de Soto, ce sont les gravures complexes inscrites sur les parois intérieures. À mesure que les yeux s'habituent à la pénombre de la chambre, apparaissent des spirales, des symboles géométriques et des figures stylisées gravées directement dans la pierre. Bien que la signification exacte de ces images échappe encore à l'interprétation moderne, leur répétition et leur organisation suggèrent qu'elles n'étaient pas de simples décorations. Ces symboles auraient-ils représenté des événements célestes, des cartes cérémonielles ou des marques sacrées d'un calendrier ancestral? Les chercheurs s'emploient à déchiffrer ces signes, fascinés par leur complexité et leur cohérence. Et il existe un autre élément encore plus révélateur, l'alignement astronomique de la structure. L'entrée du dolmen est parfaitement orientée vers l'est. Chaque année, aux équinoxes du printemps et de l'automne, les premiers rayons du soleil levant pénètrent le couloir de pierre, illuminant l'intérieur de la chambre d'une lueur dorée. Durant ces instants précis, les gravures semblent prendre vie, révélées par la lumière solaire, comme si elles faisaient partie d'un rituel perdu dans le temps. Ce phénomène suggère que les constructeurs du dolmen de Soto possédaient une connaissance détaillée de l'astronomie et des saisons. La précision de cet alignement, réalisé des millénaires avant l'invention des télescopes ou des boussoles, constitue une preuve de l'intelligence et de l'observation minutieuse des peuples néolithiques. Créer un tel effet de lumière exigeait plus que de la compétence technique. Cela demandait aussi un profond respect des cycles célestes et du lien entre le ciel et la terre. Grotte de Longjiu, l'énigme cachée sous la terre de la Chine antique. Après avoir traversé continents et montagnes, notre voyage nous mène maintenant au cœur de l'est de la Chine, au milieu des paysages verdoyants de la province du Zhejiang. Caché sous les champs tranquilles, près du village de Longjiu, repose l'un des plus grands mystères archéologiques d'Asie, un vaste et silencieux monde souterrain resté dissimulé pendant des millénaires, les énigmatiques grottes de Longjiu. Ces chambres souterraines monumentales ne sont apparues qu'en 1992, lorsque des habitants locaux, croyant nettoyer d'anciens étangs naturels, asséchèrent l'eau et furent stupéfaits de découvrir non pas des puits naturels, mais d'immenses salles taillées directement dans la roche. Ce qui semblait être un simple travail agricole révéla un complexe architectural profondément impressionnant, dont au moins 24 grottes ont déjà été identifiées, bien que de nombreux spécialistes estiment qu'il en existe encore d'autres à découvrir. Explorer ces grottes pour la première fois, c'est comme entrer dans un sanctuaire perdu du temps. Chaque salle est immense, avec des plafonds atteignant des hauteurs dignes de cathédrales, soutenus par d'énormes colonnes sculptées directement dans la pierre solide. Rien n'indique que les roches aient été brisées ou transportées. Tout a été creusé sur place, de haut en bas, dans un travail qui exigea un immense effort collectif, une planification minutieuse et une grande habileté technique. Mais ce qui intrigue réellement n'est pas seulement l'ampleur de l'exploit, c'est l'absence totale de traces historiques de leur existence. La Chine ancienne est connue pour ses chroniqueurs méticuleux. Les annales sont riches et détaillées, couvrant projets d'ingénierie, construction et événements culturels. Pourtant, aucune mention, inscription ou document ne fait référence aux grottes de Longjiu, ni à leurs mystérieux bâtisseurs. L'intérieur des grottes est encore plus déconcertant. Les murs et plafonds sont couverts de motifs parallèles, de rainures soigneusement espacées, comme si quelqu'un avait passé des outils sur chaque surface avec une précision répétée. Ces sillons uniformes ne semblent pas être le résultat d'une érosion naturelle ou accidentelle, mais bien une marque intentionnelle, peut-être rituelle ou esthétique. Cela suggère que le travail accompli n'était pas seulement fonctionnel, mais guidé par des objectifs symboliques ou spirituels. Un autre aspect remarquable est l'acoustique raffinée des grottes. Les sons produits à l'intérieur de leur chambre résonnent avec clarté et symétrie, indiquant que le son pouvait jouer un rôle important dans l'utilisation originelle du lieu. Certains chercheurs spéculent que ces espaces furent créés à des fins cérémonielles ou religieuses, où chants, prières ou musique résonnaient de manière calculée,
élevant les expériences rituelles à un niveau sensoriel profond. Les parois présentent également des sculptures et bas-reliefs artistiques intrigants, représentant des formes géométriques complexes, des vagues, des spirales et des symboles abstraits. Curieusement, ces motifs ne ressemblent pas au style artistique chinois traditionnel, reconnu dans d'autres sites de la même région ou de la même époque. Cela soulève l'hypothèse que les auteurs de ces œuvres appartenaient à une culture distincte, dont les croyances et le langage visuel échappent encore à la compréhension moderne. Malgré des décennies d'études, aucun outil ancien, aucune céramique, aucun squelette ni artefact datable n'a été retrouvé à l'intérieur des grottes. C'est comme si les bâtisseurs avaient disparu sans laisser de traces, une civilisation qui créa des œuvres colossales, puis fut engloutie par le temps sans témoignage, ruines annexes, ni même indice de son existence aux alentours. Ce silence historique laisse place à de nombreuses spéculations. Ces grottes auraient-elles été construites par un peuple encore non reconnu par l'archéologie officielle? Étaient-elles des abris cérémoniels, des centres de savoir, des tombeaux monumentaux ou même des installations à fonctions acoustiques ou scientifiques inconnues? Tandis que les théories divergent, certaines suggèrent un usage rituel, d'autres des fins résidentielles et des visions plus alternatives évoquent des technologies perdues. La vérité est que les grottes de Longjiu demeurent enveloppées de mystères. L'absence de documents, combinée au haut niveau de complexité technique impliquée, défie tout ce que l'on croit savoir sur les civilisations préhistoriques chinoises. Aujourd'hui, les visiteurs qui explorent ces chambres immenses et silencieuses se sentent comme des intrus dans un monde oublié. À mesure qu'ils parcourent leurs couloirs froids et observent les motifs sur les parois, il est inévitable de ressentir qu'ils se trouvent face à quelque chose de plus grand, de délibéré et d'encore incompris. Ainsi, sous les collines paisibles de la province du Zhejiang, les grottes de Longjiu continuent de garder leurs secrets, résistant au temps comme un témoignage muet d'un peuple disparu. Qui les a construites? Pourquoi et comment? Autant de questions qui résonnent entre ces murs sculptés, attendant le moment où l'histoire décidera enfin d'y répondre. Le mystère des grottes de Longjiu, une énigme oubliée par l'histoire. L'absence totale de documents historiques mentionnant les immenses grottes souterraines de Longjiu suscite fascination et spéculation parmi les chercheurs et visiteurs du monde entier. Comment une réalisation d'une telle ampleur a-t-elle pu tout simplement disparaître des annales de l'histoire? Cette lacune laisse place à d'innombrables questions et à bien peu de réponses concrètes. Par leur ingénierie raffinée et leurs proportions grandioses, beaucoup de spécialistes estiment que ces structures pourraient être bien plus anciennes qu'on ne l'avait imaginé au départ. Des estimations fondées sur des analyses géologiques suggèrent que les grottes auraient au moins 2000 ans, ce qui les placerait en pleine époque des dynasties Qin ou Han, période notoirement bien documentée de l'histoire chinoise, marquée par des avancées remarquables en ingénierie, administration et construction civile. Pourtant, précisément parce que ces temps sont si bien consignés, il paraît étrange qu'aucune mention n'ait été faite d'un projet d'une telle envergure et complexité. Le folklore local apporte des fragments de possibles explications. De vieux récits, transmis de génération en génération parmi les habitants de la région, parlent d'ancêtres sages ou de peuples légendaires qui auraient bâti de vastes salles souterraines pour se protéger des menaces extérieures ou de catastrophes. Néanmoins, ces récits demeurent vagues, décousus et souvent symboliques, sans détails suffisants pour reconstruire clairement les événements liés à la création des grottes. Un autre point intrigant est l'absence totale de suie ou de résidus de fumée à l'intérieur des chambres. Étant donné que l'éclairage artificiel de l'Antiquité dépendait généralement de torches ou de lampes, on s'attendrait à trouver au moins quelques traces de suie sur les murs ou les plafonds. Or, les surfaces demeurent étonnamment propres. Cela soulève une question. Comment les ouvriers éclairaient-ils ces salles obscures avec assez de précision pour sculpter des parois aussi lisses et détaillées?
Possédait-il une connaissance de techniques d'éclairage qui nous échappent aujourd'hui? À l'heure actuelle, les grottes de Longjiou constituent une destination fascinante pour touristes, chercheurs et curieux. Ceux qui s'aventurent dans leurs galeries vastes et silencieuses perçoivent rapidement la grandeur de l'entreprise. Les motifs uniformes des parois, l'acoustique parfaite et les symboles géométriques et artistiques gravés dans la roche continuent de défier la compréhension moderne. Malgré l'usage de technologies avancées comme les scans tridimensionnels et le radar pénétrant le sol, aucune preuve concluante sur l'origine, la finalité ou les méthodes de construction n'a été découverte. Ce mystère maintient Longjiou parmi les énigmes archéologiques les plus fascinantes de la Chine ancienne. Son existence ne défie pas seulement les limites de notre savoir historique, elle met aussi en évidence les lacunes significatives de notre compréhension des capacités techniques des civilisations anciennes. Si de nouvelles découvertes venaient à surgir, nous pourrions peut-être enfin déchiffrer le but de ces chambres colossales. D'ici là, les grottes demeurent silencieuses, gardiennes d'une histoire non racontée, sculptée dans la pierre et dissimulée sous la terre. Connexion, symbolique et l'héritage d'un monde englouti. Bien qu'il paraisse improbable que des cultures anciennes, séparées par d'immenses océans et continents, aient eu un contact direct entre elles, comme le supposent généralement les chercheurs traditionnels, les similitudes frappantes de certains symboles gravés continuent de susciter la fascination. Certains spécialistes suggèrent que ces parallèles ne sont pas nécessairement le résultat d'interactions culturelles directes, mais plutôt d'expériences universelles. Des observations communes du ciel, de la nature et d'événements célestes qui auraient inspiré des représentations similaires dans différentes parties du monde. Le cas de Göbekli Tepe offre un exemple particulièrement révélateur. Des études récentes ont montré que certaines structures du site sont alignées avec des constellations précises, ce qui suggère que leurs constructeurs possédaient un savoir astronomique raffiné. Un tel alignement exige bien plus qu'une simple contemplation occasionnelle du firmament. Il nécessite d'observer patiemment le mouvement des étoiles et des corps célestes durant des générations, révélant une maîtrise avancée de l'observation astronomique. Marcher entre les piliers de pierre de Göbekli Tepe, c'est comme entrer dans un temple sculpté dans le temps. Les visiteurs d'aujourd'hui s'émerveillent de l'échelle monumentale du site, de la finition des sculptures et des symboles énigmatiques qui recouvrent les surfaces des colonnes. Beaucoup d'entre eux défiant encore des interprétations claires. Les fouilles en cours continuent de révéler de nouveaux compartiments, bas-reliefs et artefacts, élargissant peu à peu notre compréhension de ce site millénaire. Pourtant, des questions essentielles demeurent. Qui a construit Göbekli Tepe, Karahan Tepe et Nevali Chori? Quels rituels y étaient pratiqués? Et pourquoi de tels lieux furent-ils ensevelis avec tant de soin et d'intention? Les traditions locales d'Anatolie offrent quelques réponses symboliques. Elles racontent des histoires sur des ancêtres sages et puissants, détenteurs d'un vaste savoir astronomique, agricole et spirituel, qui enseignèrent aux humains les fondements de la vie civilisée avant de disparaître mystérieusement, ne laissant que leurs monuments comme témoignage de leur existence. Bien qu'entourés de mythologie, ces récits font écho aux légendes d'innombrables cultures parlant d'un âge d'or, un temps où le savoir et l'harmonie prévalaient avant un effondrement soudain. Selon certaines théories, cet effondrement pourrait être lié à des catastrophes naturelles, en particulier de grandes inondations qui dévastèrent des civilisations dans un passé lointain. Cataclysmes globaux et l'hypothèse du grand déluge. En explorant les vestiges d'anciennes structures en divers points du globe, des cercles de pierre et temples souterrains aux monticules cérémoniels et sculptures mégalithiques, une idée commence à émerger. Ces œuvres pourraient-elles être les derniers échos de sociétés avancées anéanties par de vieux cataclysmes? Entre environ 10 000 et 5 000 ans avant Jésus-Christ, la Terre traversa de profondes transformations climatiques sortant de la dernière ère glaciaire.
La fonte des calottes polaires provoqua une élévation du niveau des océans de plus de 120 mètres, submergeant d'immenses zones côtières dans un processus ni uniforme ni lent. Des études récentes indiquent que cette montée des eaux aurait pu se produire de façon abrupte en une succession d'événements catastrophiques suffisants pour engloutir des régions entières en quelques générations. Ces régions côtières, idéales pour le développement humain primitif, auraient abrité des sociétés prospères qui, englouties par les mers, disparurent de la surface et de l'histoire. Cette hypothèse aide à expliquer pourquoi tant de cultures à travers le monde, des Sumériens aux Mayas, des peuples andins aux anciens Indiens, conservent des mythes sur des inondations globales, des civilisations perdues et des divinités qui avertirent les humains avant le désastre. La convergence de ces mythes dans des cultures géographiquement déconnectées est pour le moins troublante. Des preuves archéologiques submergées donnent du poids à ces récits. Au large du Japon, près de l'île de Yonaguni, des plongeurs ont découvert des formations de pierre, apparemment taillées, que beaucoup interprètent comme des structures faites par l'homme. À Dwarka, en Inde, des ruines submergées révèlent des traces architecturales que certains chercheurs croient être les restes d'une ancienne cité mentionnée dans des textes épiques hindous. Ces découvertes suggèrent que des établissements complexes auraient pu être engloutis par les eaux il y a plusieurs milliers d'années. Si l'on accepte la possibilité que des civilisations côtières entières aient disparu durant cette période de bouleversements géologiques intenses, il est logique que leurs savoirs et monuments survivants soient disséminés de manière fragmentée, dans des sites comme Göbekli Tepe, Silustani, Baalbek ou Serpent Mound. L'idée d'une civilisation mondiale interconnectée peut sembler audacieuse, mais face aux nombreuses similitudes symboliques, aux alignements astronomiques et aux techniques architecturales complexes observées dans des cultures isolées, il est légitime de se demander et si ce que nous considérons comme de la mythologie était en réalité une mémoire ancestrale d'un monde perdu. Écho d'une origine oubliée, alignement, symbole, et la mémoire des eaux. La répétition frappante d'alignements, astronomiques complexes, de techniques de construction avancées et de motifs symboliques récurrents comme des spirales, des animaux sculptés et les intrigantes représentations de sacs retrouvés en des lieux aussi divers que Göbekli Tepe, la Mésoamérique et l'Asie, soulèvent une question provocatrice. Ces similarités sont-elles apparues de façon indépendante ou seraient-elles les vestiges d'un héritage commun, l'écho lointain d'une culture ancestrale partagée? Certains chercheurs plus audacieux, en dehors des cercles académiques conventionnels, spéculent sur l'existence d'une civilisation mondiale ancienne. Selon cette vision alternative, il aurait existé une culture hautement développée bien avant l'histoire enregistrée, ayant atteint un haut degré de sophistication dans des domaines tels que l'ingénierie, l'astronomie et le symbolisme spirituel, et qui aurait été brutalement interrompue par des événements cataclysmiques d'échelle planétaire, comme les grandes inondations de la fin de la dernière ère glaciaire. Bien que l'archéologie traditionnelle demeure prudente face à cette hypothèse, des avancées récentes élargissent constamment les limites de ce que nous pensions savoir. De nouvelles technologies, telles que les images satellites à haute résolution, le sonar à balayage latéral, le lidar et les analyses géologiques modernes révèlent des sites anciens jusque-là invisibles, beaucoup d'entre eux submergés ou recouverts de jungles et de sédiments depuis des millénaires. Chaque découverte ajoute une nouvelle pièce à un puzzle encore incomplet, suggérant que de grandes inondations et des changements environnementaux drastiques ont pu forcer des migrations massives, détruire des établissements entiers et reconfigurer la chronologie de la civilisation humaine. Fait curieux, les légendes sur des inondations catastrophiques sont pratiquement universelles. Dans l'épopée de Gilgamesh, dans les récits bibliques sur Noé, dans les traditions des aborigènes australiens, dans les histoires racontées par les peuples natifs de Chine, des Amériques et des îles du Pacifique, le même schéma apparaît.
Un déluge dévastateur, des survivants dispersés et l'héritage d'un savoir ancien transmis vers de nouvelles terres. Ce qui pour beaucoup semble être un mythe peut pour d'autres constituer le souvenir lointain d'un traumatisme collectif gravé dans la conscience des premières sociétés humaines. Serait-il possible que ces récits conservent la mémoire réelle d'événements ayant redessiné les continents et changé le destin de l'humanité? Des preuves géologiques montrent que la planète a connu des élévations rapides du niveau de la mer entre 10 000 et 5 000 ans avant J-P.C. et les océans montant de plus de 120 mètres à certaines périodes. De quoi submerger des milliers de kilomètres de côtes et anéantir des civilisations littorales sans laisser beaucoup de traces. Des structures situées sous les eaux du Japon, Yonaguni, de l'Inde, Dwarka, des Caraïbes et même au large du Brésil indiquent que d'anciens établissements côtiers ont pu exister et disparaître bien avant l'apparition de l'écriture. Dès lors, peut-être la question n'est-elle pas « y avait-il des civilisations anciennes perdues ?» mais plutôt « combien de fois la civilisation a-t-elle dû recommencer à zéro ?» Ce que nous savons avec certitude, c'est que les peuples anciens possédaient des connaissances impressionnantes, notamment dans des domaines tels que l'astronomie, l'ingénierie monumentale, le symbolisme spirituel et l'organisation sociale. Des lieux comme Göbekli Tepe, les Moai de l'île de Pâques, les murailles cyclopéennes de Sacsayhuaman et des ruines submergées dans diverses régions côtières constituent une preuve concrète de la capacité humaine à créer, à résister et à se réinventer face aux forces de la nature. En fin de compte, le passé est encore en cours de découverte, sous les océans, sous des couches de terre, dans les forêts et bien souvent caché à la vue de tous.